Bonsoir, chers compatriotes. Bienvenue à l'analyse du Conseil des ministres par Inside News RDC, votre rendez-vous hebdomadaire pour une gouvernance transparente et responsable. Ce vendredi 13 février 2026, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dirigé la 78e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Notre pays traverse une période charnière où les attentes sociales se heurtent à des défis sécuritaires persistants sur plusieurs fronts nationaux. Entre les pressions inflationnistes et les impératifs de souveraineté économique, ce Conseil se tient dans une atmosphère de vigilance citoyenne accrue. Notre mission ce soir consiste à traduire le langage des délibérations officielles en une analyse accessible pour chacun de nos concitoyens. Nous refusons de nous contenter des déclarations d'intention pour exiger des preuves concrètes de la faisabilité des projets annoncés par l'exécutif. Notre analyse examine la cohérence entre les promesses de transformation et les réalités budgétaires qui conditionnent souvent le succès des réformes. Nous agissons comme le regard vigilant du peuple congolais sur l'action gouvernementale pour favoriser une culture de la responsabilité publique. Ce soir, nous décortiquons 4 dossiers stratégiques qui engagent l'avenir industriel, diplomatique et social de la République démocratique du Congo. Nous analyserons le blocage du financement du Conseil congolais de la batterie et la nouvelle task force pilotant le partenariat stratégique avec les USA. Nous examinerons le vaste programme Debout Jeunes Congolais pour l'emploi et la création tant attendue du tribunal pénal économique et financier. Ces dossiers révèlent les ambitions de notre pays pour sortir enfin du modèle purement extractif et réprimer les crimes financiers. Cette analyse sera longue, mais pleine d'informations. Plongeons sans tarder au cœur de ces décisions pour comprendre si les moyens financiers suivent réellement les grandes ambitions affichées par nos autorités. Le président de la République a rappelé ce vendredi que la création du Conseil congolais de la batterie procède d'un engagement stratégique majeur. Cette structure doit structurer les chaînes de valeur des minerais stratégiques pour inscrire notre pays dans une trajectoire de transformation économique durable. Le chef de l'État a instruit la Première ministre de mobiliser les ministres pour garantir l'accès effectif du CCB à sa source de financement. Cette décision intervient alors que notre secteur minier génère actuellement un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 30 milliards de dollars américains. Historiquement, notre pays exporte ses ressources brutes sans capturer la valeur ajoutée qui pourrait multiplier nos revenus nationaux par 3 ou 4. Le CCB a été conçu pour rompre avec ce modèle extractif colonial et bâtir une industrie locale de batteries électriques performantes. Cependant, depuis la création du Conseil en décembre 2022, les financements prévus restent largement inaccessibles malgré les promesses répétées du gouvernement. L'enjeu majeur de ce rappel présidentiel est de restaurer la crédibilité de la parole publique face aux partenaires internationaux comme les États-Unis. Le mémorandum d'entente signé en décembre 2022 avec la Zambie et Washington repose entièrement sur l'efficacité opérationnelle de notre Conseil de la batterie. Si nous ne parvenons pas à financer nos propres structures techniques, comment pourrons-nous attirer les capitaux massifs nécessaires à l'industrialisation? Le président souligne que le CCB est un pilier de la politique de souveraineté économique nationale. La faisabilité de cette instruction repose sur l'application stricte de l'article 23 du décret numéro 2243 portant création et organisation du Conseil. Ce texte prévoit l'affectation de 10% de la redevance minière revenant au gouvernement central directement pour le fonctionnement opérationnel du CCB. Techniquement, ces fonds existent dans les caisses de l'État grâce aux performances records de nos exportations de cuivre et de cobalt. Le blocage actuel semble relever d'une résistance administrative ou d'une mauvaise orientation des flux financiers par les ministères sectoriels. Pour nos concitoyens,
Ce manque de financement signifie un retard dans la création d'emplois industriels qualifiés promis depuis déjà plusieurs années. L'absence d'une chaîne de valeur locale maintient notre économie dans une dépendance dangereuse vis-à-vis des cours mondiaux des matières premières. Une structure comme le CCB, si elle est dotée de moyens, pourrait transformer la vie quotidienne en stabilisant les recettes publiques. Sans financement réel, l'ambition de produire des batteries made in DRC restera une simple intention politique sans impact social. Pourquoi le gouvernement a-t-il attendu 4 ans avant de constater que les 10% de la redevance n'étaient pas versés au Conseil? Ce retard suggère une défaillance grave dans le suivi des décrets présidentiels par les administrations financières et minières de notre pays. Les mécanismes de contrôle interne de l'exécutif sont-ils réellement capables d'imposer cette discipline budgétaire aux ministres concernés par la gestion minière? Nous devons exiger une transparence totale sur les montants qui seront effectivement transférés au CCB dans les 30 prochains jours. Nous resterons attentifs à la publication des prochains arrêtés interministériels qui devront confirmer la mise à disposition de ces fonds stratégiques pour l'industrie. La transformation de nos minerais est un impératif de survie économique que nous ne pouvons plus nous permettre de négliger par simple inertie. Le chef de l'État a souligné l'importance majeure des accords de partenariat stratégique conclus entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Ces accords constituent un levier essentiel pour la transformation économique, le renforcement institutionnel et le positionnement géopolitique de notre nation entière. Pour garantir des résultats tangibles, le président a ordonné la création d'une task force placée sous l'autorité directe de la première ministre. Ce partenariat s'inscrit dans un contexte de compétition mondiale pour l'accès aux minerais critiques indispensables à la transition énergétique de la planète. Depuis la réunion du Steering Committee tenue à Washington le 5 février 2026, les deux parties cherchent à favoriser des investissements responsables. Notre pays a longtemps souffert de partenariats asymétriques, où les ressources étaient extraites sans contrepartie réelle pour le développement des infrastructures locales. Cette nouvelle structure de pilotage doit corriger ces déséquilibres historiques en assurant un suivi quotidien des engagements bilatéraux. L'enjeu diplomatique est de transformer la confiance mutuelle en projets concrets qui améliorent visiblement les conditions de vie de nos populations. Le succès de cette coopération repose sur le respect des délais et l'exécution diligente des obligations par les délégués congolais membres du comité. Washington observe attentivement notre capacité à assainir le climat des affaires et à garantir la sécurité juridique des investissements américains majeurs. La task force devra coordonner l'action publique pour éviter les chevauchements de compétences qui paralysent souvent les grands projets. La faisabilité de cette coordination dépendra de l'intégration réelle des ministres des secteurs directement concernés et des membres du cabinet de la primature. L'État dispose de l'expertise nécessaire au sein du Steering Committee, mais l'efficacité opérationnelle nécessite une synergie interinstitutionnelle sans faille bureaucratique. Le financement de ces projets stratégiques est en partie garanti par des partenaires privés et publics américains, sous réserve de stabilité politique. Cette structure doit donc agir comme un bouclier contre la dispersion des efforts gouvernementaux et la perte d'efficacité. Concrètement, ce partenariat doit se traduire par la création d'emplois durables et le développement de chaînes de valeur stratégiques sur notre territoire. Pour le citoyen congolais, l'impact attendu est une modernisation des infrastructures de base et un accès facilité aux technologies de pointe américaines. Si la task force remplit sa mission, nous devrions observer une augmentation des investissements directs étrangers dans les provinces les plus reculées. Ce dispositif vise à protéger les intérêts supérieurs de la nation face aux opportunités offertes par cette alliance géopolitique. Cette task force sera-t-elle dotée d'un pouvoir de décision réel ou s'ajoutera-t-elle simplement à la liste des commissions inopérantes déjà existantes? Nos autorités affirment vouloir des résultats concrets, mais la lourdeur de l'appareil administratif congolais constitue souvent un obstacle majeur à la rapidité. Comment cette nouvelle structure
pourra-t-elle garantir la transparence totale des investissements américains face aux réseaux de corruption qui gangrènent encore certains secteurs? Nous devons surveiller si les délais de mise en œuvre des projets seront effectivement respectés conformément au calendrier défini à Washington. La réussite de ce partenariat stratégique engagera la crédibilité internationale de notre pays pour les décennies à venir sur la scène mondiale. Nous invitons nos concitoyens à suivre de près les premiers rapports d'activité que cette task force devra soumettre régulièrement au Conseil des ministres. Le ministre de l'Entrepreneuriat a soumis au Conseil le programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, baptisé Debout Jeunes Congolais. Ce projet ambitieux découle directement des 305 recommandations formulées lors de la table ronde nationale de novembre 2025 sur cette thématique. Le programme s'articule autour de la formation professionnelle, de l'accès au travail et du financement structuré des projets entrepreneuriaux dans toutes les provinces. La jeunesse congolaise fait face à un chômage structurel massif qui menace la stabilité sociale et alimente parfois l'insécurité dans nos centres urbains. Historiquement, les initiatives d'insertion professionnelle ont échoué par manque de suivi et par une concentration excessive des fonds dans la seule ville-province de Kinshasa. Ce nouveau programme ambitionne de rompre avec ce passé en transformant les 182 circonscriptions électorales du pays en véritables circonscriptions entrepreneuriales dynamiques. L'enjeu est de créer un pont solide entre le parcours scolaire et le monde du travail. Le gouvernement cherche à offrir une alternative concrète aux jeunes diplômés qui se retrouvent sans perspective réelle après avoir terminé leurs études académiques. Le programme prévoit un concours national des plans d'affaires simplifiés qui sera organisé de manière cyclique tous les 3 ans sur l'ensemble du territoire. Cette approche vise à déceler les talents locaux et à financer des projets viables sans distinction d'origine géographique ou d'appartenance politique. Le lancement officiel par le président de la République est d'ores et déjà fixé au 30 juin 2026. La question de la faisabilité financière est au cœur des débats, puisque le coût global est estimé entre 650 millions et 1,3 milliard de dollars. Le ministre affirme que ce financement sera mobilisé sur 6 ans, sans instaurer de fiscalité supplémentaire pour nos concitoyens déjà sous pression. Les sources seront le budget général de l'État, une coalition multibailleurs et la participation remboursable de certains organismes publics nationaux. La discipline budgétaire sera le seul garant de la pérennité de cet investissement massif pour les générations présentes et futures. L'impact citoyen concret se mesurera par le nombre de petites et moyennes entreprises créées et par la réduction du taux de chômage des jeunes. Pour une famille congolaise, ce programme représente l'espoir de voir un enfant diplômé accéder à une autonomie financière réelle grâce à l'entrepreneuriat. Le succès dépendra de la transparence du processus de sélection des projets et de l'absence de clientélisme lors de l'octroi des financements. L'équité territoriale promise par le gouvernement doit se traduire par des réalisations visibles dans chaque territoire de notre pays. Comment l'État compte-t-il mobiliser plus d'1 milliard de dollars alors que les dépenses sécuritaires absorbent déjà une part prépondérante du budget national? Cette promesse ambitieuse repose sur des financements extérieurs qui sont souvent soumis à des conditions politiques ou administratives difficiles à remplir rapidement. Le concours national des plans d'affaires pourra-t-il réellement se protéger des interférences politiques qui ont ruiné les programmes de crédit précédents dans notre pays? Nous devons rester extrêmement vigilants sur la mise en œuvre de la feuille de route avant le lancement de juin prochain. L'emploi des jeunes n'est pas seulement une nécessité économique, c'est un impératif de sécurité nationale que nos gouvernants ne peuvent plus ignorer. Nous suivrons avec une rigueur absolue chaque étape de la signature du Pacte national pour l'emploi qui doit précéder ce lancement historique. Le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance-loi portant création, organisation et fonctionnement du tribunal pénal économique et financier.
Ce texte inclut également la mise en place d'un parquet national économique et financier directement rattaché à cette nouvelle juridiction spécialisée. Il s'agit d'une version amendée du projet de loi initialement déclaré recevable par l'Assemblée nationale lors de la session parlementaire de mai 2025. La répression des crimes économiques a longtemps été entravée par la complexité des procédures et l'absence de magistrats spécialisés dans les montages financiers. Notre pays subit chaque année des pertes colossales dues au détournement de fonds publics, à la corruption systémique et au blanchiment d'argent organisé. L'impunité des cols blancs a découragé les investisseurs sérieux et a privé l'État de ressources indispensables pour financer les services sociaux de base. Cette réforme judiciaire est la réponse institutionnelle nécessaire pour assainir durablement la gestion de nos deniers publics. L'enjeu est de doter la justice congolaise d'un outil performant capable de traiter des dossiers financiers d'une grande complexité technique avec célérité. L'adoption de ce texte par le Conseil montre une volonté de tenir compte des recommandations de la Commission PJI de l'Assemblée nationale. La crédibilité du climat des affaires en République démocratique du Congo dépend de notre capacité à sanctionner sévèrement les prédateurs économiques. Ce tribunal doit marquer la fin de l'ère où les responsables de crimes financiers pouvaient échapper aux poursuites par leur influence. La faisabilité de cette réforme repose sur l'indépendance réelle des futurs juges et la mise à disposition de moyens d'enquête modernes et efficaces. Le parquet national devra disposer d'experts en audit comptable, en fiscalité et en informatique financière pour débusquer les flux illicites de capitaux. Si cette institution manque de moyens budgétaires propres, elle risque de devenir une simple structure de façade sans impact réel sur la corruption. La nomination de magistrats intègres sera le premier test de la sincérité du gouvernement dans cette lutte contre l'impunité. Pour le citoyen ordinaire, la création de ce tribunal signifie que l'argent destiné aux routes, aux écoles et aux hôpitaux sera mieux protégé. Chaque franc détourné est une école qui ne verra pas le jour ou un médicament qui manquera dans un centre de santé rural. La justice économique est le socle sur lequel nous devons bâtir la confiance entre le peuple et ses dirigeants politiques. L'impact se mesurera au volume des avoirs spoliés qui seront effectivement récupérés par le Trésor public après les condamnations. Ce nouveau tribunal pourra-t-il résister aux pressions politiques lorsque des personnalités de haut rang seront citées dans des dossiers de détournement? La création d'une énième structure judiciaire ne suffit pas si la volonté politique de laisser la justice agir en toute indépendance fait défaut. Les amendements apportés par la commission PJI garantissent-ils une protection suffisante contre les interférences de l'exécutif dans les procédures de flagrance? Nous observerons avec attention la mise en place effective du parquet national et la nature des premières affaires portées devant cette juridiction. L'intégrité de notre système financier est la condition sine qua non pour attirer des partenariats internationaux de qualité et assurer notre développement. Nous invitons nos compatriotes à rester mobilisés pour exiger que ce tribunal devienne un véritable rempart contre la prédation économique nationale. La première ministre a présenté les résultats de la certification des pertes et manques à gagner des sociétés pétrolières pour le 4e trimestre 2025. Ce processus rigoureux a permis d'établir un gain net de 22 311 802,43 $ américains en faveur de l'État congolais. Historiquement, la zone ouest était marquée par des déficits récurrents que le Trésor public devait compenser sans réelle visibilité sur les calculs. Ce changement de paradigme repose désormais sur la certification de 3 paramètres structurants: les prix moyens frontières commerciaux, les volumes validés et le taux de change officiel. Le secteur pétrolier en RDC souffre depuis des décennies d'un manque de transparence qui favorise l'évasion fiscale et les détournements indirects. La consolidation d'un modèle de gouvernance fondé sur la coordination entre le ministère des Hydrocarbures et la Banque centrale est un jalon majeur. Cette discipline budgétaire vise à maximiser les recettes publiques pour financer les services de base. En assainissant ce secteur stratégique,
le gouvernement espère rompre avec les pratiques opaques qui grevaient inutilement le budget national. La faisabilité de cette réforme devra être confirmée par la certification prochaine des zones sud et est, qui sont structurellement plus favorables. Si l'exécutif parvient à maintenir cette rigueur sur l'ensemble du territoire, les gains pour la République pourraient se compter en centaines de millions de dollars. Cependant, la pérennité de ces résultats dépendra de la résistance des autorités face aux pressions des lobbies pétroliers locaux et internationaux. Le climat des affaires dans ce secteur nécessite une prévisibilité que seule une certification objective peut garantir. Ce gain net de 22 millions de dollars sera-t-il utilisé pour stabiliser le prix du carburant à la pompe pour nos concitoyens? La maximisation des recettes ne doit pas seulement servir à équilibrer les comptes publics. Elle doit avoir un impact visible sur le pouvoir d'achat. Est-ce que cette transparence financière sera étendue à toute la chaîne d'approvisionnement pour éviter les pénuries artificielles? Nous suivrons de près l'affectation réelle de ces fonds dans les prochains rapports trimestriels de la Banque centrale. Le 6 février 2026, un éboulement tragique à la carrière minière de Tolozumbe, située à 20 km de Kolwezi, en territoire de Mchacha, a causé 11 décès. Un autre accident survenu au bord de la ville de Kolwezi a également coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes mineurs artisanaux. Malgré les instructions formelles données par le chef de l'État en juin 2025, les tragédies dans les mines artisanales persistent. Un rapport de recommandation a été transmis en décembre dernier, mais son exécution sur le terrain semble dramatiquement lente. L'exploitation artisanale en RDC fait vivre des millions de familles dans des conditions de sécurité qui demeurent primitives et extrêmement dangereuses. Le secteur minier, bien que florissant pour les grandes entreprises, reste un cimetière à ciel ouvert pour les creuseurs abandonnés à leur sort. Le manque d'encadrement technique et la corruption des agents de surveillance favorisent le non-respect des normes élémentaires de sécurité. Cette situation rappelle l'urgence de transformer les recommandations administratives en un plan d'action opérationnel avec un calendrier contraignant. Le gouvernement ordonne désormais au ministre des Mines et au ministre de l'Intérieur d'élaborer un chronogramme précis pour sécuriser ces sites hautement instables. La faisabilité de cet encadrement repose sur le déploiement de moyens techniques pour stabiliser les galeries et former les mineurs aux risques géologiques. Sans une présence physique permanente de l'État dans les zones de Mchacha et Kolwezi, ces instructions resteront des vœux pieux. La vie de nos compatriotes ne peut plus être sacrifiée sur l'autel de la production minière informelle. Pourquoi a-t-il fallu attendre de nouveaux décès en février 2026 pour que le gouvernement demande un calendrier d'exécution des mesures décidées en juin 2025? Le décalage entre la rédaction des rapports administratifs et la réalité physique des mines est un fossé que nos gouvernants peinent à combler. Les familles des victimes recevront-elles enfin une assistance réelle au-delà des messages de compassion officiels? Nous exigeons des sanctions administratives exemplaires contre les responsables qui n'ont pas appliqué les mesures de sécurisation ordonnées l'année dernière. Le ministre de la Justice a présenté une note d'information alarmante sur la spoliation criminelle des biens immobiliers publics et privés à travers le pays. Ce phénomène de grande ampleur touche désormais l'État, les citoyens ordinaires et même les représentations diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Actuellement, dans la majorité de nos juridictions civiles, les conflits fonciers représentent jusqu'à 80% des litiges soumis aux cours et tribunaux. Cette insécurité juridique constitue un frein majeur au climat des affaires et à la paix sociale. La persistance de ces pratiques criminelles s'explique par les insuffisances de l'ancienne loi foncière, qui a permis de nombreuses manipulations de titres de propriété. Le gouvernement fonde ses espoirs sur la nouvelle législation foncière, surnommée Loi Cielo, en référence à l'action de la ministre des Affaires foncières. Ce texte vise à verrouiller les procédures d'octroi des titres immobiliers et à protéger les propriétaires légitimes contre les réseaux de spoliateurs.
La sécurité foncière est une condition fondamentale pour encourager l'investissement immobilier durable dans nos villes. La mise en œuvre des mesures de lutte contre la spoliation a été renvoyée à une commission pour un traitement approfondi avant des décisions définitives. La faisabilité de cette réforme dépendra de la capacité du ministère de la Justice à assainir le corps des conservateurs des titres immobiliers et des géomètres. Tant que les agents de l'État seront complices des spoliateurs, aucune loi, même la loi Cialo, ne pourra protéger efficacement le patrimoine des citoyens. L'éradication de ce fléau nécessite une volonté politique qui dépasse les simples déclarations en Conseil des ministres. Comment l'État peut-il garantir la protection des biens privés quand ses propres bâtiments publics et ses résidences diplomatiques sont victimes de spoliation? Cette situation révèle une déliquescence inquiétante de l'autorité de la loi face à des réseaux mafieux, souvent protégés par des personnalités influentes. La justice sera-t-elle capable de restituer les biens volés aux familles modestes qui ont perdu leur seul héritage foncier? Nous suivrons avec une vigilance particulière les premières décisions qui seront prises par la commission chargée de ce dossier brûlant. La ministre d'État en charge des hydrocarbures a exposé le projet de construction d'une nouvelle infrastructure d'acheminement des produits pétroliers par la voie ouest. Il s'agit d'un pipeline de 12 pouces s'étendant sur un linéaire d'environ 332 km pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays. Cette initiative s'appuie sur une analyse technique démontrant la saturation progressive des infrastructures logistiques existantes. L'urbanisation rapide et la croissance démographique imposent une modernisation urgente des modes de transport pétroliers nationaux. Le transport des produits pétroliers par camion-citerne est non seulement coûteux, mais il s'accompagne également de risques sécuritaires et environnementaux élevés sur nos routes. Un pipeline moderne permet de réduire considérablement les manques à gagner et de stabiliser l'approvisionnement des grands centres de consommation comme Kinshasa. Ce projet d'intérêt national vise à soutenir l'extension des activités économiques en garantissant une énergie disponible et moins onéreuse. La saturation des capacités actuelles constitue un goulot d'étranglement pour notre développement industriel et la mobilité de nos concitoyens. La faisabilité de ce chantier de 332 km nécessite un accompagnement financier massif du gouvernement pour attirer des partenaires techniques capables de respecter les normes internationales. Le financement de telles infrastructures lourdes demande une stabilité contractuelle et une transparence totale dans l'attribution des marchés de construction. Si le projet est mené à bien, il aura un impact bénéfique durable sur le coût de l'énergie pour les ménages et les entreprises. Le gouvernement sollicite déjà l'appui de l'ensemble de l'exécutif pour lever les obstacles administratifs à sa mise en œuvre. Quel sera le coût réel de cet investissement pour le contribuable congolais? Et quel est l'échéancier précis pour la fin des travaux? Les grands projets d'infrastructure en RDC souffrent souvent de retards interminables et de dépassements budgétaires inexpliqués qui découragent les populations. Ce pipeline permettra-t-il réellement une baisse du prix à la pompe pour le citoyen ordinaire ou servira-t-il uniquement les marges des distributeurs pétroliers? Nous devons exiger une étude d'impact environnemental rigoureuse avant le début des travaux dans la zone ouest. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté un état des lieux préoccupant du sous-secteur de la recherche et de l'innovation. Elle a rappelé que le cadre juridique régissant ce domaine essentiel date de 43 ans, ce qui le rend totalement obsolète face aux enjeux numériques. Le secteur fait face à une précarité financière chronique et à une crise profonde des ressources humaines qualifiées. La ministre qualifie la recherche scientifique d'investissement de survie pour la souveraineté nationale de notre pays. Dans un monde dominé par la technologie, un pays qui ne produit pas ses propres connaissances scientifiques est condamné à rester un simple consommateur dépendant de l'étranger. L'absence de statistiques fiables et la vétusté des infrastructures de recherche empêchent toute planification sérieuse pour notre agriculture ou notre santé.
le gouvernement propose désormais une feuille de route pour renforcer le cadre légal et valoriser le capital humain des chercheurs congolais. L'innovation doit devenir le moteur de notre transformation économique pour répondre aux défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire. La faisabilité de cette redynamisation repose sur une augmentation significative de l'allocation budgétaire dédiée à la science, qui reste dérisoire par rapport aux standards africains. Valoriser le capital humain signifie offrir des conditions de travail et des salaires décents aux chercheurs pour stopper la fuite des cerveaux vers l'étranger. Sans une opérationnalisation concrète de cette feuille de route, les laboratoires nationaux continueront de dépérir malgré les discours officiels. La recherche scientifique doit cesser d'être considérée comme un luxe pour devenir une priorité budgétaire transversale. Comment l'État peut-il prétendre à la souveraineté nationale quand ces lois sur la recherche datent d'une époque antérieure à la révolution numérique mondiale? Ce décalage de 43 ans montre le désintérêt historique de nos élites pour l'intelligence grise et l'innovation technologique locale. Est-ce que le budget 2026 prévoira enfin une ligne de crédit spécifique pour moderniser nos centres de recherche universitaires? Nous suivrons de près la mise en œuvre de cette nouvelle politique scientifique qui doit impérativement sortir des tiroirs ministériels. Le Conseil a adopté 2 décrets portant sur la création et l'organisation du Comité national de facilitation du transport aérien et du Comité national de sûreté de l'aviation civile. Ces textes visent à coordonner les activités de facilitation entre les ministères, les organismes nationaux et les exploitants d'aéroports et d'aéronefs. L'objectif principal est de se conformer aux normes internationales et aux exigences nationales de l'aviation civile moderne. Le second texte met fin au chevauchement de compétences entre l'autorité de l'aviation et les comités de sûreté. Notre espace aérien a souvent été critiqué pour ses failles de sécurité et son manque d'organisation administrative, entraînant parfois l'exclusion de nos compagnies des cieux internationaux. La multiplication des structures de contrôle sans coordination réelle a créé une opacité préjudiciable à la sûreté des passagers et du fret aérien. En redynamisant le Comité national de sûreté, le gouvernement cherche à corriger des omissions datant du décret de 2012. La sécurité aérienne est un élément clé de la crédibilité diplomatique et économique de la République démocratique du Congo. La mise en œuvre effective de ces décrets doit permettre un fonctionnement fluide de nos aéroports internationaux comme Njili ou Bangoka. La faisabilité de cette coordination repose sur la discipline des différents services de sécurité opérant sur les plateformes aéroportuaires nationales. La centralisation des missions de sûreté au sein d'un comité unique devrait théoriquement réduire les tracasseries administratives subies par les voyageurs et les opérateurs. Cependant, sans une formation rigoureuse du personnel et des équipements modernes de détection, ces comités resteront des structures bureaucratiques inefficaces. Ces nouveaux comités permettront-ils enfin de retirer la RDC de la liste noire de l'aviation civile internationale pour permettre à nos avions de voler partout? La sûreté ne se décrète pas par de simples textes. Elle se construit par un contrôle rigoureux des accès et des procédures d'embarquement quotidiennes. Quand verrons-nous une amélioration tangible de l'accueil et de la sécurité dans nos aéroports provinciaux souvent laissés à l'abandon? Nous resterons vigilants sur l'application de ces décrets lors des prochains audits internationaux de sûreté aérienne. Le vice-premier ministre de l'économie a soumis 2 textes protégeant l'exercice du petit commerce et du commerce de détail pour les seuls nationaux. Ces textes réaffirment le principe légal d'exclusivité du petit commerce aux Congolais, tout en définissant clairement les concepts de commerce de détail à forte intensité de capital. Une distinction nette est établie entre les activités de proximité réservées aux citoyens et les structures plus lourdes ouvertes aux étrangers sous conditions. Cette mesure vise à protéger le gagne-pain de millions de commerçants locaux. Depuis des années, nos concitoyens se plaignent de la concurrence déloyale exercée par des opérateurs étrangers dans le commerce de quartier et de proximité.
L'interdiction du cumul des statuts de commerçants de gros et de détail est une mesure forte pour prévenir les abus de position dominante. Les supermarchés et hypermarchés sont dorénavant classés dans une catégorie spécifique, permettant de libérer l'espace marchand pour les entrepreneurs congolais. Cette régulation est nécessaire pour stabiliser le climat social et favoriser l'émergence d'une classe moyenne nationale forte. L'application de ces textes nécessite une inspection commerciale rigoureuse sur l'ensemble du territoire national pour débusquer les fraudeurs. La faisabilité de cette protection dépendra de la probité des inspecteurs de l'économie et de leur capacité à résister aux tentatives de corruption des opérateurs étrangers. L'identification des prête-noms congolais qui couvrent des activités étrangères illégales reste le défi majeur pour l'administration. Le gouvernement promet une transition sécurisée et un encadrement transparent pour tous les segments du commerce national. Comment le gouvernement va-t-il empêcher les puissants réseaux commerciaux étrangers de continuer à dominer le détail via des sociétés écrans ou des complicités locales? La protection des petits commerçants ne doit pas se limiter à des textes législatifs. Elle demande une politique de crédit pour permettre aux nationaux de monter en puissance. Cette loi sera-t-elle appliquée avec la même fermeté dans toutes nos provinces ou restera-t-elle limitée aux grands marchés de la capitale? Nous devons surveiller l'impact réel de ces décrets sur les étals de nos marchés populaires dans les mois à venir. Le vice-premier ministre de la fonction publique a annoncé la signature imminente d'un pacte de responsabilité par les hauts fonctionnaires de l'administration publique. Prévu pour le 18 février 2026, cet acte individuel d'engagement sera signé par les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux et les directeurs généraux des services publics. Ce pacte repose sur 6 axes essentiels, notamment la maîtrise de la masse salariale, le suivi de la performance, l'intégrité et le respect de l'autorité publique. Cette initiative vise à mettre fin aux maux qui gangrènent la gestion des ressources humaines de l'État depuis des décennies. L'exemplarité de la haute hiérarchie administrative est indispensable pour transformer durablement la culture des services publics dans notre pays. La situation opérationnelle sur le territoire national a été marquée par une vigilance accrue des forces armées dans la ville d'Uvira et ses environs. À Kisangani, les dispositifs de défense ont mis en échec des attaques de drones kamikazes visant l'aéroport international de Bamboka. En Ituri, les forces armées ont bloqué les voies d'approvisionnement des insurgés de la CRP, malgré la persistance des enlèvements d'opérateurs économiques. Parallèlement, un nouveau mécanisme de concertation préalable de la parole gouvernementale est mis en place pour assurer la cohérence du discours de l'État. Un service d'information gouvernementale sera créé sous l'autorité de la Première ministre pour coordonner la communication stratégique nationale et internationale face aux enjeux de souveraineté. Sur le plan sanitaire, l'épidémie de Mpox montre une tendance à la baisse avec une chute des nouveaux cas suspects de 245 à 231 en une semaine. Cependant, le choléra inquiète à Kinshasa avec 172 cas suspects et 2 décès enregistrés, tandis qu'à Uvira, 40 tonnes de matériel médical ont été dépêchées pour faire face à la crise. Concernant le climat social, le site de Pakajuma à Kinshasa a été démoli le 10 février en raison de son caractère hautement criminogène et des risques sanitaires liés au choléra. Les occupants seront délocalisés vers Kinkol sous la surveillance du commissariat provincial de la police et de la 14e région militaire. La société Natha a été chargée de sécuriser l'espace en construisant des enclos pour éviter toute réoccupation illicite du site. Voilà l'essentiel des décisions prises par nos dirigeants lors de ce Conseil des ministres du 13 février 2026. Mais au-delà de chaque mesure individuelle, que retenir réellement de cette session gouvernementale pour notre avenir collectif? Nous constatons une volonté affichée de structurer des projets d'envergure, comme le pipeline de 12 pouces ou le financement du Conseil congolais de la batterie. L'ambition de transformer nos ressources localement et de créer des circonscriptions entrepreneuriales pour nos jeunes montre une vision de rupture avec le passé colonial. Cependant, les réalités du terrain nous rappellent brutalement nos fragilités, qu'il s'agisse des éboulements meurtriers à Toulouse-en-Baie,
ou de l'insécurité foncière qui touche 80% des litiges. L'écart entre les décrets signés en 2022 et leur application financière en 2026 reste un sujet de préoccupation majeure pour la crédibilité de l'exécutif. Comprendre ces décisions est le premier pas vers l'exigence de résultats concrets que nous devons tous avoir envers ceux qui nous dirigent. La souveraineté économique ne se construira pas uniquement avec des textes juridiques, mais avec une gestion rigoureuse et transparente de chaque franc congolais. Nous devons rester mobilisés pour que les promesses d'emploi et de justice économique ne soient pas de simples slogans électoraux, mais des réalités palpables pour chaque citoyen. Je vous invite à approfondir ces enjeux stratégiques en visionnant notre dossier spécial Inside News Review, la RDC, le théâtre des grands projets. Ce document apporte un éclairage indispensable sur les défis logistiques et financiers des chantiers que nous avons analysés ce soir. Rendez-vous vendredi prochain pour décrypter ensemble les prochaines décisions de notre gouvernement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ici Julia pour Inside News RDC.